Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien aujourd'hui. On se retrouve pour faire le débrief de cette 15e étape du Tour d'Italie, ce mini Tour de Lombardie, avec cette arrivée du côté de Bergame. Pas trop de bagarre du côté du peloton, par contre une belle bagarre du côté de l'échappée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Là, j'ai mis, bon, pour tout vous dire, j'ai mis les 3 premiers coureurs au top, mais il y en a un où on aura quand même quelques critiques à faire sur sa performance. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pourrez ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Vous pouvez également mettre toutes les notifications, c'est encore mieux. Cliquez le plus rapidement possible sur les vidéos, ça permet comme ça de les mettre en avant, hein, c'est la dure loi de YouTube. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez également, et si vous avez les moyens, faire un super thanks pour soutenir la chaîne. Et puis, vous pouvez également aller voir EPS 2.0 sur les plateformes de podcast et puis TikTok avec le débrief de cette étape numéro 15, le débrief rapide. Bon, une étape qui était sympa en termes de parcours. Au niveau de la conception du parcours, moi je trouve que c'était une étape qui pouvait apporter des choses, même s'il y avait un peu trop de transition entre certaines difficultés. C'est vrai que ça aurait été peut-être bien, mais c'était peut-être pas faisable de raccourcir ces temps de plat entre certaines difficultés. Mais c'était une étape qui pouvait être intéressante pour les coureurs du peloton, comme pour les échappés. Avec une échappée où il s'est passé des choses, même s'il s'est passé peut-être un peu moins de choses qu'hier, il s'en est quand même passé des belles choses, avec notamment McNulty, Frigo qui fait je trouve une très belle étape. On va reparler de ce petit coureur italien de Marco Frigo, et puis vraiment encore une fois Benelli a été fort, mais peut-être qu'au niveau de la technique ça a pêché, et puis McNulty toujours très fort dans ses arrivées au sprint à 3, à 4. Il est toujours très bon. Intéressant également, cette étape a relancé la bagarre pour le maillot bleu. Parce qu'on était plutôt parti sur un duel entre Pinot et Baïs. Et ça s'est relancé avec Rubio, qui est désormais deuxième. Et puis avec Benelli également. Donc ça va certainement être une bagarre à 4. Et ça va pas être facile pour Thibaut Pinot qui a pas beaucoup de marge au niveau du classement général. Donc David Ebaïs en tête avec 144 points, 116 pour Rubio, 114 pour Pinot, 108 pour Benelli. Donc ça va être intéressant. C'est vrai que la bagarre pour le maillot cyclamen, elle devient beaucoup moins intéressante. Milan ayant repris un petit peu d'avance par rapport à Derek Guy. Il y a quand même un écart entre les deux. Et puis le maillot blanc, c'est la même bagarre pour le général, mais ça va surtout se concentrer entre Almeida et Leknesund désormais, vu qu'Arensman a un petit peu perdu de temps. Aujourd'hui, me semble-t-il, oui, Arensman il était dans un autre groupe. Ouais, il était loin, Timen. Non, il était dernier du groupe à 6,55. Voilà. Il y a 2 secondes entre le groupe Pinot et le groupe des Geraint Thomas et autres. Donc voilà, il ne s'est vraiment pas passé grand-chose sur cette étape, à part l'attaque d'Almeida pour le général. Ça a été assez calme et une belle bagarre pour le maillot bleu. Pour la bagarre pour le général, il faudra attendre la 3e semaine. C'est un peu triste. Les sondages, hier j'ai oublié de les mettre comme un con, donc j'ai cliqué trop vite, donc j'ai oublié de mettre les sondages. En fait, je m'en suis pas aperçu tout de suite. Je m'en suis aperçu, j'étais à 23h30 dans mon lit, voilà, et je me suis dit, merde, j'ai pas mis les sondages. Voilà, donc il n'y a pas de sondage pour aujourd'hui. Note de l'étape, 12 sur 20. Pourquoi 12 sur 20 ? Comme hier, il y a une belle bagarre dans l'échappée, même si elle est un peu moins forte qu'hier. C'est vrai qu'hier, il y avait des rebondissements quand même qui étaient forts. Là, il y a eu Bonifacio qui a tenté, mais derrière, c'était quand même plutôt... On savait qu'il y en avait 2 qui étaient quand même très forts. Qu'ensuite, ça allait être compliqué de suivre ces 2-là.
Et puis déçu parce que vu le parcours, on s'attendait à mieux au niveau des leaders. Je pense qu'il y avait des possibilités, mais bon, je l'avais dit dans les commentaires que je pensais que voilà, ils allaient attendre mardi, et bon, ils attendent mardi. Il faudra pas être déçu s'il y en a certains qui se font battre et s'il y en a certains qui sont invisibles dans ce Tour d'Italie. On commence tout de suite par le bilan des Bleus. Le premier bleu du jour, j'ai décidé de mettre celui qui était dans l'échappée, François Bidard. Il a tenté, François. Déjà, Cofidis était là dans l'échappée. Hier, ils ont raté le coche de l'échappée et je les avais mis en flop. Après, Bidard, on connaît ses qualités. Et sur ce type de parcours-là, si tu te retrouves avec McNulty et Benelli, tu sais très vite que ça va être compliqué quand même. Quand tu t'appelles François Bidard, peut-être qu'il aurait dû anticiper, mais bon, il aurait peut-être anticipé et se serait fait contrer complètement. Est-ce qu'il avait les moyens d'anticiper? Peut-être pas. Pour moi, il est à sa place. Voilà, Bidard, il n'a pas de regret à avoir. Il était trop limite par rapport à des Rubio. Voilà, c'est un ton en dessous. Et c'était un peu trop compliqué. Donc voilà, François Bidard, il n'a pas réussi à faire cette performance-là. C'est bizarre, là, je vois dans son palmarès. Je n'étais jamais vraiment intéressé complètement à son palmarès. Quatrième de l'Alpe Isère Tour en 2015. Cinquième du Petit Tour de Lombardie également en 2014. Dans ses jeunes années, il était chez Chambéry Formation. Il faisait partie des jeunes coureurs. Mais quand on regarde le Rhône-Alpes Isère Tour, quand vous gardez le classement général, c'était Samoumen le vainqueur. On ne peut pas dire qu'il y ait eu une grande carrière derrière. Devant Fabrice Jean Debose, voilà, et Florian Dumouriez et François Bidard devant Jérôme Ménard, Robert Power, Großschartner finissait 8, Mühlberger était 11 et Pasqualone était 16. Voilà. Et Nick Schulz était 17. Donc devant Quentin Paché et Romain Combeau qui étaient 18 et 19 et Nance Peters était 20. Pas que des mecs qui ont fait des résultats ensuite derrière dans cette course. On revient à François Bidard. Donc oui, c'était trop limite aujourd'hui pour lui. C'est vrai que François Bidard, oui, dans des épreuves de Coupe de France, ça peut le faire. Bon, au-delà, ça devient compliqué pour lui, quoi. On sent que voilà. Et puis c'est plus François Bidard. Il a eu des bonnes années. Moi, je me souviens d'un Tour du Limousin, plus de 2021 ou 2020, où je crois qu'il fait un bon Tour du Limousin. Je sais plus c'était quelle année où il avait fait un Tour du Limousin qui était pas mal. Mais ça reste un coureur qui je pense a eu des bonnes années, mais maintenant il est un peu plus derrière, quoi. Quand tu vois ses résultats en 2019, en 2020, il fait des bonnes petites étapes. Maintenant, c'est un peu plus compliqué pour lui. Moins 31 ans aussi. Et puis, il sait que maintenant, il est plus sur un rôle d'équipier dans sa carrière. Il sait que peut-être que ses meilleures années sont déjà derrière lui. Mais là, aujourd'hui, je pense qu'il pouvait pas faire mieux vraiment sur cette étape. On me poursuit, j'ai perdu ma souris, hop, avec Bruno Armirail. Il faut qu'il en profite de ce maillot rose, voilà. Bon, c'est vrai que je m'attendais à ce qu'il le perde aujourd'hui. Il n'y a pas eu de bagarre entre les leaders. Donc ça lui a permis vraiment de conserver ce maillot. Bon, il sait que mardi, normalement ça va déclencher, et puis même si ça déclenche pas en haute montagne, comme ça va être le Monte Bodone et l'enchaînement de cols qu'on va avoir mardi, plus de 5006 je crois de dénivelé positif de tête, ça va être compliqué, mais je pense que voilà, déjà il aura pas le maillot qu'un jour, il va l'avoir 2 jours, en plus un maillot lors d'une journée de repos, tu en profites, voilà, il sait qu'il va y avoir pas mal il va pas avoir beaucoup de récupération, voilà, mais et il sait qu'il va avoir beaucoup de travail au niveau des médias, Bruno. Mais voilà, c'est son moment de gloire, il faut qu'il en profite. Voilà, il n'a pas forcément une carrière facile. C'est vrai que j'ai revu pourquoi il avait eu une période compliquée après l'armée de terre. J'avais oublié, il avait eu une énorme chute après l'armée de terre. Et c'est pour ça qu'il était revenu chez les amateurs, parce qu'il avait eu du mal à se remettre d'une grosse chute.
Armée de terre s'était arrêté à l'arrivée de Macron au pouvoir, et donc il était reparti chez les amateurs, et c'est grâce à un très bon contre-la-montre au championnat de France. Des fois, voilà, faut avoir un petit peu de chance dans la vie. Il finit 5e ce jour-là, et il est repéré, Groupama lui redonne une deuxième chance grâce à cette performance ce jour-là, dans un rôle d'équipier. Donc voilà, faut qu'il en profite, Bruno, et puis voilà, c'est toujours formidable d'avoir le maillot rose. Peu de coureurs ont quand même l'opportunité dans une carrière de porter un maillot de leader, donc il faut en profiter quand vous avez cette possibilité-là, et encore quand c'est plusieurs jours d'affilée. Et puis je termine avec Warren Barguil. C'est bien ce qu'il a fait Warren aujourd'hui. Il finit dans le groupe des leaders. Voilà, donc 16e. Ça montre que la petite chute, il a bien récupéré de sa petite chute. Warren, alors, il est 21e au classement général, mais ça, c'est un avantage. Il a 12 minutes 10 d'Armirail, donc il a plus de 10 minutes de Leknesund et autres. Ça veut dire qu'il peut partir en échappée. Alors, est-ce qu'il va partir en échappée sur l'étape du Monte Bodone? Est-ce qu'il va partir en échappée sur les étapes de jeudi ou vendredi? Parce que vendredi, ça peut se regarder aussi, avec le contre-la-montre qu'il y aura samedi, si les écarts sont très faibles. Ça peut peut-être donner des opportunités aux baroudeurs. Donc voilà, Warren, je pense qu'il y a 2 étapes majeures, je dirais mardi et vendredi, où ça peut vraiment se regarder. Jeudi, il faut voir. Parce que jeudi c'est l'étape des 3 vallées non, c'est vendredi, pardon, les Trecime di Lavaredo. Ouais, donc l'étape 18, tout dépendra s'il y aura eu des écarts avant, mais il y a des opportunités quand même pour les coureurs échappés sur ces 3 étapes là. Donc à lui de savoir s'en saisir, à lui de bien récupérer à la journée de repos. Mais les jambes ont plutôt l'air d'être bonnes, et puis peut-être qu'avec les adversaires qui seront un petit peu fatigués, lui réussira à en profiter. On passe tout de suite aux coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, je commence avec McNulty. Quand j'ai vu qu'il y avait McNulty dans le groupe de devant, je me suis dit alors au départ j'ai vu il y a Benelli. Je me suis dit Benelli, pas mal, parmi mes pronostics de ce matin, il était dedans. C'est vrai que je le voyais plus partir en échappée dans celle-là que dans l'étape d'hier. Pour tout vous dire, Benelli, donc des fois je vois mal les choses, des fois je vois bien les choses. Hier je pensais pas que l'échappée irait au bout, donc c'est pour ça que je m'étais dit Benelli ça n'a pas d'intérêt, en plus c'est une arrivée sur le plat. Voilà, il n'est pas bon sprinter, on ne changera pas. Benelli, il n'y avait pas assez de difficultés pour faire la différence. McNulty, quand j'ai vu ensuite qu'il y avait McNulty, je me suis dit McNulty, il va falloir s'en débarrasser pour Benelli, et s'en débarrasser, mais avec un gros écart, quoi, vraiment le larguer complet. Après j'ai vu Frigo, je me suis dit Frigo, je sais qu'il a une petite pente de vitesse, mais je me suis dit est-ce qu'il va tenir la distance sur une étape de grand tour? Il a tenu la distance. Mais vraiment, quand j'ai vu McNulty, je me suis dit pour Benelli, ça va pas être facile. Et ça n'a pas été facile parce qu'il n'a pas réussi à le battre. McNulty, dans les arrivées comme ça à 3-4, dans les arrivées comme ça d'étapes sur le plat, après des difficultés dans la journée de moyenne montagne, il est très dur à battre. Vraiment, dans les petits groupes, c'est un coureur, ça fait partie des grimpeurs punchers qui a l'une des meilleures pointes de vitesse sur le plat. Et là, aujourd'hui, ça n'a pas pardonné parce que en très peu de temps, il gagne avec 2 vélos d'avance, quoi, quasiment. McNulty, enfin voilà, en 150 mètres, en plus en faux plat descendant, donc le sprint a été quand même très rapide, très court, et McNulty, en très peu de temps, il a pris une marge phénoménale sur ses adversaires, mais c'est un coureur qui se fait quand même un beau petit palmarès, c'est un coureur qui est bon grimpeur, mais je dirais qu'il n'est pas suffisamment bon grimpeur pour être leader sur les grands tours. Voilà, il n'est pas suffisamment bon pour le moment. Peut-être qu'il progressera encore, mais je pense qu'il y a des limites. C'est un coureur qui est peut-être pas assez bon puncher pour les Ardennaises. C'est pas un Marc Hirschi non plus, McNulty, alors même s'il a des qualités de puncher. Peut-être aussi qu'il travaille pas trop ce côté-là pour le moment,
parce que je pense que ce qui le botte un peu plus, McNulty, ce sont les grands tours. Quand tu veux jouer sur les grands tours, voilà, les Ardennaises, c'est peut-être moins un petit peu ta priorité pour certains coureurs. Alors peut-être que sur les Ardennaises, c'est un profil de coureur, c'est un profil de course qui peut plus lui convenir parce qu'il a des qualités de punch. C'est un coureur qui est puissant. On le voit notamment sur le contre-la-montre, on le voit quand il déclenche les accélérations, il est puissant. Et moi je me suis dit, quand j'ai vu les trois, je me suis dit ça va jouer entre Frigo et McNulty. Je voyais déjà Puelli jouer la gagne. Je me suis dit il faut se méfier de Frigo parce que je sais qu'il a un petit peu de punch, qu'il est pas mauvais aussi. Et McNulty, Ben Eddy déjà je l'avais rayé de la liste parce que je connais ses qualités de sprinter. Je savais que même s'il tentait le tout pour le tout, ça serait très compliqué pour lui de s'imposer. Et oui, McNulty est très fort aujourd'hui. Et puis c'est une deuxième victoire pour UAE quand même. Même si Almeida se plantait en dernière semaine, eh ben c'est pas quand même un mauvais grand tour pour UAE. Donc c'est plutôt... alors qu'on sent qu'eux, contrairement à Ineos qui a tout misé quasiment sur le Giro, eux, ils ont peut-être plus misé sur le Tour de France avec Pogacar. On verra comment ça va être avec Pogacar, mais surtout sur le Tour d'Espagne aussi avec Juan Ayuso, plus que sur le Tour d'Italie. Donc belle perte de la part de McNulty. Deuxième Frigo, deuxième de l'étape aussi. Ça montre quand même un truc, c'est qu'Israël, quand il mise sur des jeunes coureurs, eh bien ça marche. C'est con qu'ils ne le fassent pas plus souvent. On voit qu'ils savent... voilà, parce que Frigo, Derek Guy, il a 25 ans, Frigo, il a 23, Richie Tello, qui a 21 ans. Voilà, ils ont renouvelé un peu l'effectif quand même cette année. Ils ont pris des plus jeunes coureurs et on voit que ça marche. Le problème d'Israël, c'est que depuis quasiment le départ, c'est une équipe qui a, depuis qu'ils sont en deuxième division, qui a toujours eu un effectif très vieillissant. C'est dommage. Parce que le slogan de départ, c'était Israel Cycling Academy. Donc ça voulait dire un peu former des jeunes coureurs. Et je pense qu'ils avaient un petit peu oublié ça. Et le fait d'avoir disparu du World Tour, d'avoir rejoint la deuxième division, je pense que ça, il y a les directeurs sportifs, il y a la direction de l'équipe qui s'est dit tiens, mais si on ne misait pas sur les jeunes coureurs, sur les coureurs un peu plus jeunes, et peut-être un peu moins connus aussi que sur les anciennes gloires du cyclisme, qui coûtent très cher déjà, qui parfois ne rapportent pas grand-chose en termes de résultats. Et on voit quand même que sur ce Giro, ce ne sont pas les stars de l'équipe en termes de noms qui font des résultats. C'est Frigo, c'est Derek Guy. Alors Simon Clark, oui, pour les connaisseurs du cyclisme, c'est quelqu'un qui a un beau petit palmarès et qui est connu. Mais pour les moins connaisseurs de cyclisme, c'est pas une grande star, c'est pas Chris Froome. Donc c'est plutôt bien pour Israël. Et puis j'espère que ça va donc les conforter dans cette idée d'aller recruter des plus jeunes coureurs et d'arrêter d'être l'EHPAD du cyclisme sur route, d'être l'EHPAD des coureurs sur route, parce que c'est vrai que c'était un petit peu le cas ces dernières années. Et je trouve que Frigo, il a très bien couru. Alors, il a été aidé. Alors, les motos, de toute façon, jouent un rôle sur la course. À un moment, il n'a pas été aidé par les motos. C'était McNulty et Aldi qui étaient aidés par la moto. Et en fin de course, il a été aidé par la moto. Bon, comme je dis toujours, un Giro bien organisé, c'est une exception. Il y a toujours un problème sur tous les Giros. L'année dernière, c'était le bouchon de Prosecco. Cette année, il y a eu énormément de soucis d'organisation. Mais je dirais que c'est une habitude. Les gens je suis surpris à chaque année par les gens qui se disent effarés par l'organisation du Giro. Moi, je suis plus effaré quand c'est bien organisé par le Giro. Je suis plutôt surpris dans ce genre de situation. Ça n'arrive quasiment jamais. Moi, ça doit être mon 15e Giro. Vraiment. Je n'ai jamais connu un Giro bien organisé. Voilà, en 15 ans. Donc moi je suis pas surpris. Soit il y a les motos qui ont fait tomber des coureurs, je pense à Geraint Thomas, mais il y a eu d'autres. Plus c'était pas Viviani qui avait été renversé par une moto aussi. Les problèmes d'organisation, les problèmes de grève de coureurs, les problèmes de parcours mal adaptés aux coureurs. Enfin voilà, il y a toujours eu plein de soucis du côté du Giro et du côté des motos de caméra. Les faisceaux télé aussi qui avaient pété plein de fois en 2021. Et donc là, du côté de Frigo,
Après, bon, il profite, hein, c'est pas de sa faute, c'est pas de la triche de sa part. Voilà, il profite d'une intervention, on va dire presque extérieure. Bon, après au sprint, tu vois que bon, il a fait beaucoup d'efforts dans la journée, qu'il a dû vraiment rouler. Je pense que là où il perd la course, Frigo, c'est vraiment quand il doit rouler avec les deux autres qui sont derrière la moto. Et que là, c'est très compliqué. Après, bon, voilà, Frigo, c'est un coureur d'avenir. Et, je pense qu'on va le revoir, Frigo. Ça fait partie de ces coureurs, voilà. Il a 23 ans. Je pense que c'est un coureur qu'on va revoir. C'est un coureur qui est passé chez SEG, hein, Racing Academy. C'est pas une petite équipe, hein, on la connaît. Et ensuite, chez Israël depuis 2022. Il avait fini 5e à Rivoli également, hein, au niveau des étapes. 7e à Predazzo sur le Tour des Alpes. Il a très peu de jours de course, c'est-à-dire qu'il n'a pas couru tant de fois que ça, et surtout il n'a pas forcément couru sur des grandes courses. Il a fait le Tour de San Juan, il a fait la Semaine internationale Copier-Bartalier, également les deux classiques Drôme et Ardèche classique. 2022, il avait arrêté sa saison au Tour de Burgos, donc dès le mois d'août, ce qui est très tôt. Il avait que 42 jours de course dans les pattes. Il avait fait le Tour de Normandie, le Trophée au Piva, le Circuit des Ardennes également, et le Tour de Bretagne, l'Alpe Isère Tour. Donc voilà, c'est un coureur voilà, qui... Oui, parce qu'il était dans l'équipe continentale, il était dans la réserve de Israël, première tech l'année dernière. Et c'est un coureur voilà, qui a 23 ans, mais qui a déjà des belles petites qualités. Et puis... voilà, il enchaîne un peu des bons résultats, il monte en puissance. Il va faire après le Tour d'Italie, le Tour de Suisse. Là, ça va pas être facile l'enchaînement entre les deux courses. On verra comment ça se passera pour le coureur italien de cette équipe israélienne. Grand gabarit, hein, 1,88, seulement 65 kg. C'est pour ça aussi, hein, c'est vrai qu'au niveau aéro, je pense qu'il peut progresser par rapport à, je regardais ça par rapport à Benelli et McNulty qui sont plutôt bien profilés. C'est vrai que je trouve que Marco Frigo n'était pas bien profilé sur son vélo. Quand vous êtes dans une échappée, ça compte en fin de journée. Puis je termine avec Benelli. Alors Benelli, encore impressionnant physiquement, c'est lui qui anime la journée, mais il en a un peu trop fait aussi à l'inverse. Alors il en a un peu trop fait parce qu'il a voulu jouer le classement de la montagne, donc ce qui fait qu'il a perdu de l'énergie en passant au sommet des difficultés. Je sais pas ça si c'était prévu le matin, c'est peut-être arrivé en cours de journée. Et puis son attaque à 70 bornes de l'arrivée, là, il en a fait un petit peu à sa tête, mais il semblerait que ce soit un coureur qui a un sacré caractère et que les directeurs sportifs, même quand ils disent des trucs, il s'en fout un petit peu, quoi. Quand il a une idée derrière la tête, un peu comme Thomas Vauclair, c'est difficile ou Johan Diniz du côté de la marche à pied, c'est un petit peu difficile de lui faire changer d'avis. Et puis après, quand il réattaque, il prend pas tant d'avance que ça. Il aurait peut-être fallu en garder un petit peu, mais bon, c'est vrai qu'il n'a pas de vitesse au sprint non plus. Il n'a pas tenté d'attaquer, mais il a bien été gêné par Marco Frigo, c'est vrai. En début de montée sur l'entrée vers Bergame, Marco Frigo s'était mis en première position. C'était une bonne idée. Et puis après, derrière Benelli, sur le sprint, il est obligé de lancer trop tôt par rapport à Marco Frigo, mais on sait que de toute manière, c'est pas un bon coureur. Parce que c'est vrai que Marco Frigo a été, je trouve, très intelligent dans le final. Il a bien manœuvré par rapport à d'autres coureurs. Marco Frigo qui n'a aucun lien de parenté avec Dario Frigo, le coureur italien du côté... là, j'ai aucun lien de parenté sur Pro Cycling Stats avec le coureur italien qui était notamment à la Fassa Bortolo. C'est pas le même, c'est le même nom, c'est deux homonymes. Voilà, c'est pas le même nom. Voilà, c'est pas la même famille. On continue avec les bonnets d'âne. Du côté des bonnets d'âne, je commence En fait, les bonnets d'âne aujourd'hui, ça va être un peu particulier, ça va être les leaders du général. J'aurais pu mettre Albanese, mais j'avais un peu la flemme. Pourquoi les leaders du général ? Parce que je trouve ça un peu triste qu'on ait fait 2 semaines de course et qu'aujourd'hui, on soit toujours au même statu quo quasiment qu'après le premier contre-la-montre. C'est-à-dire qu'à part les contre-la-montre, il ne s'est absolument rien
passé. Et on aurait pu s'attendre à ce que ça soit moins cadenassé avec le départ de Remco Evenepoel, mais en fait non, ça a été cadenassé tout pareil. Je trouve qu'il y a certains leaders du général qui ont quand même un manque d'ambition. Quand tu t'appelles Caruso, je pense qu'il y a un moment, il faut tenter des choses. Quand tu t'appelles Eddie Dunbar, je pense qu'il y a un moment, alors il a un peu tenté d'attaquer dans le final, mais c'était trop léger, il faut tenter les grosses hostilités. De toute façon, Eddie Dunbar, il n'a pas non plus grand-chose à perdre. C'est la première fois qu'il est leader sur un grand tour. Donc il y a un moment, il faut tenter. En plus, il n'a pas l'équipe. Dans son équipe, il n'y a que des marqués et Zana qui grimpent. Il n'a personne dans l'équipe qui va pouvoir l'aider de toute manière en haute montagne. Donc il y a un moment, il faut tenter des choses. Je trouve ça triste qu'il y ait un petit manque d'ambition. Alors là, je regardais un petit peu le débat sur les rois de la pédale, où j'entendais Guillaume Di Grazia et d'autres qui disaient c'est peut-être parce que le parcours a été mal fait. Alors oui, il y a eu, je pense que faire 3 étapes à plus de 5000 mètres de dénivelé positif, dont 2 en 3e semaine, c'est peut-être pas l'idée du siècle. L'étape avec le col du Grand Saint-Bernard en moitié de 2e semaine qui a été rabattue, bon, c'est vrai que c'était un risque qu'il y ait de la neige en haut du col du Grand Saint-Bernard. Mais c'est un peu trop facile de taper sur les organisateurs sur cette raison-là. Parce qu'il y avait des étapes où on pouvait avoir du spectacle. Aujourd'hui, il pouvait y avoir du spectacle. On a vu dans l'échappée, il y a eu du spectacle. Donc les leaders du général, ils pouvaient tenter des choses. Autre qu'à Bergame, autre que attendre Bergame pour éliminer des leaders. Quand tu vois comment était Kemna, quand tu vois comment étaient certains coureurs, chez Bahreïn, on aurait pu tenter d'éliminer ces coureurs-là qui peuvent peut-être t'emmerder pour la 5e place, pour le top 5. Je trouve ça triste que Roglic n'ait pas tenté quelque chose à Bergame. On attend qu'Almeida, sauf qu'Almeida, c'est pas forcément son terrain de prédilection. Quand on dit le parcours, il n'y avait pas d'étape intéressante, je pense que l'étape du Cappuccini était intéressante, sauf qu'on attend le dernier moment pour attaquer dans l'étape du Cappuccini. Grande Sasso d'Italia, on aurait pu également monter plus rapidement. On a monté au train à 2 à l'heure. Il y avait des étapes où on pouvait faire des choses. Et puis, c'est un peu trop facile de taper sur les organisateurs. Je rappelle que sur l'étape du Grand Saint-Bernard, ce sont les coureurs qui ont emmerdé les organisateurs pour réduire la longueur de l'étape. C'est pas la faute des organisateurs. Peut-être que ça engendrerait de la fatigue qui n'aurait pas permis à certains coureurs de suivre aujourd'hui. Là, ce sont les coureurs. Moi, je trouve qu'il y a un manque d'ambition et je trouve ça triste parce que ça va désintéresser certaines personnes du cyclisme qui vont se dire « Ah bah c'est un sport chiant, c'est un sport où il ne se passe rien ». Alors que non, je pense qu'on peut avoir du spectacle et il n'y a pas que Pogačar qui peut faire du spectacle. Il n'y a pas que Pogačar, Van der Poel et Van Aert qui peuvent faire du spectacle. Mais pour ça, il faut le vouloir, il faut prendre des risques. Les Van der Poel, les Van Aert, les Pogačar, ils prennent des risques. Si tu ne prends pas de risque, il n'y aura pas de spectacle. Et au bout d'un moment, si les spectateurs se désintéressent du cyclisme, les gros salaires, ils vont arrêter d'arriver parce qu'il va y avoir des pertes de sponsors, parce que des sponsors, je pense comme la Groupama aujourd'hui, ils ont plein de sports où ils peuvent aller. Groupama, ils peuvent aller sur la voile, ils peuvent aller, sur le football féminin, ils peuvent aller sur plein d'autres sports. S'ils décident d'aller sur le cyclisme, ils s'attendent quand même à avoir des retombées sur investissement et notamment avoir du spectacle, parce que le spectacle va permettre d'attirer les téléspectateurs. Quand on dit que les étapes sont trop longues, je suis désolé, on est sur un grand tour, moi je suis plutôt surpris quand on a des étapes hyper courtes sur les grands tours. Je pense que ce qui fait aussi la difficulté du cyclisme, c'est l'endurance. Ça a toujours été ça le cyclisme. Et encore, aujourd'hui, si on compare dans les années 70 où la dernière étape du Tour de France, elle pouvait faire 300 bornes, aujourd'hui, on n'a plus ça. Donc, il faut arrêter aussi avec le côté les étapes sont trop longues. Sur ce Giro, moi j'ai connu des Giro, il y avait des étapes de 250 bornes. Voilà, sur le Giro cette année, on a eu des étapes de 250 bornes. Non, quand on dit que les étapes sont trop longues, je suis désolé, non, elles ne sont pas trop longues. Pour un Giro, c'est
pas dans le plus court qu'on ait eu, mais c'est pas très long, hein, même pour un Giro. Et puis, je voudrais dire qu'il y a eu d'autres courses. L'année dernière, sur la Volta, on avait des étapes de 180 km. Il n'y a pas eu 10 000 fois plus de spectacles sur la Volta l'année dernière, parce qu'en fait, à part Enric Mas et Remco Evenepoel, pour la gagne, il y a peu de coureurs qui ont attaqué quand même sur la Volta l'année dernière. Je trouve ça triste que certains coureurs aient ce manque d'ambition, parce que je prends toujours l'exemple, un Kelderman, dans 10 ans, je suis pas sûr qu'on s'en souvienne. Par exemple, un Van Garderen, qui n'était pas le coureur qui attaquait le plus, aujourd'hui, on s'en souvient plus chez certaines personnes, ne savent pas qui est Van Garderen. Talansky, ils ne savent pas qui c'est. Des coureurs qui n'étaient pas forcément des grands attaquants, entre Kreuziger, il y a certains qui ne se souviennent pas de Roman Kreuziger. Et puis, ça veut dire qu'on repose tout sur une seule étape, qui va être un lendemain de jour de repos, cette étape du Monte Bodone, qui va être la première grande explication de ce Giro. C'est quand même une prise de risque pour certains coureurs, parce qu'un lendemain de journée de repos, surtout en début de troisième semaine, on ne sait pas comment le corps va réagir. Une journée de repos, c'est un jour où on va avoir une cassure. C'est-à-dire tous les jours, là, on fait du cyclisme à haute intensité, plus ou moins haute intensité, certains me diront, mais quand même avec une certaine intensité, qu'il est difficile de reproduire à l'entraînement, cette intensité-là. Alors les coureurs, là, demain, ils vont faire 1 heure de home trainer, une sortie d'1 heure, 1 heure et demie, où ils vont prendre un café en terrasse, mais ça va pas être de l'intensité course, ça va juste, on va entretenir un petit peu le rythme et l'état de forme. Sauf que ça, c'est très risqué parce qu'il y a certains coureurs qui, sur les lendemains de journée de repos, ne sont pas bons. Et on ne sait pas toujours comment le corps se comporte un lendemain de journée de repos. Et on peut avoir des grosses surprises. J'espère qu'un Roglic, par exemple, ou un Geraint Thomas, ou un Eddie Dunbar, par exemple, ou un Caruso n'auront pas une grosse surprise et une grosse défaillance lors de cette étape numéro 16. Et ben on verra tout ça mardi. Présentation de l'étape à 7h mardi, débrief à 21h. Je pense que demain, il n'y aura pas de vidéo sur la chaîne. Il n'y aura pas de vidéo bilan de la deuxième semaine. Je vais faire j'ai des choses à faire autres pour tout vous dire. Donc, et un petit peu de fatigue. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de vidéo demain. Donc, nous, on se retrouve pour l'étape 16, Monte Bodone. En plus, il faut quand même que j'enregistre l'étape du Monte Bodone demain. Donc, voilà, il y aura une journée sans vidéo. Ça ne vous empêche pas d'aller voir TikTok, d'aller voir EPS 2.0 sur la plateforme de podcast, d'aller voir d'autres vidéos qu'il y a sur la chaîne, peut-être un peu plus anciennes que vous avez ratées. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Donc nous, on se retrouve mardi. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Allez, ciao ciao sur la Méric Production.